Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h02, Magali Berda en direct sur Sud Radio tous les soirs du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une émission qui casse les codes et c'était vraiment mon but, mon objectif. Merci à Sud Radio de m'accueillir pour cette émission. Alors cette émission, c'est un peu le choc des deux mondes qui ne se parlent jamais. Des influenceurs en face d'institutionnels ou de politiques. L'idée, c'est de vulgariser la politique, la rendre accessible à tous et pouvoir intéresser les jeunes à construire notre magnifique pays. Alors ce soir, on reçoit un influenceur extraordinaire que j'aime d'amour qui s'appelle Varuekos, qui est un influenceur spécialisé en télé-réalité. C'était un blogueur et aujourd'hui il est influenceur lifestyle. Et on le reçoit en face de Guilhem Carayon, qui est vice-président de l'Union des droites pour la République. Et alors le sujet, je vous le dis tout de suite, ça va faire parler. Comme hier soir d'ailleurs, j'ai adoré l'émission d'hier soir, le débat, je ne sais pas si vous avez aimé, mais moi j'ai kiffé. Le sujet de ce soir, c'est: la France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? C'est une vraie question qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux parce qu'on a posté des petites questions avec mon cher et tendre Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Magali, j'ai une petite anecdote. Oula, il s'est passé un truc incroyable hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Donc hier soir, je suis sorti au restaurant dîner après l'émission. Tu m'as pas invité? Non, parce que j'ai pas encore été payé pour l'émission de radio. Tu ne le seras pas, non je rigole. Malheureusement. Mais en gros, je suis sorti au restaurant et je me dirige vers les toilettes. Et là, il y a une femme ravissante qui vient me voir et qui me dit: est-ce que tu as un numéro de téléphone? Je dis oui, évidemment. Elle me dit: bah, avant ça, est-ce que tu es footballeur? Et je dis non. Elle me dit: dommage, bonne soirée. Oh là là, t'as mis un vent comme ça. Elle m'a mis un vent comme ça. C'est le 3e vent que je prends de la soirée en une semaine. C'est pas incroyable? Et donc, excuse-moi, pardon, la suite de l'histoire. Tu sais, hier, quand on a trouvé un préservatif par terre à l'entrée de la radio. Eh ben justement. Tu l'as récupéré? Oui. Pourquoi je suis allé au restaurant? Parce que la fille, elle a écouté l'émission. D'accord. Ça veut dire qu'elle m'a planté. Donc il fallait que je retrouve une nouvelle fille. Je pouvais pas rentrer chez ma bredouille. Et à cause de toi, je suis rentré bredouille. Et je suis ravie. J'ai absolument personne. J'ai rendu service à une meuf qu'elle n'est pas passée une soirée lourde. Donc j'aurais besoin d'un peu de soutien sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Magali Berda et sur le YouTube Sud Radio. Et alors, le SMS, s'il te plaît. Magali. M-A-G-A-L-I. Plus votre SMS au 720 18. 720 18, exactement. Voilà. Mathias, c'est le monsieur des réseaux sociaux. Il est là, il vous lit, il vous écoute et surtout, il répète tout ce que vous lui dites sur les réseaux. Absolument. Cette émission, c'est la vôtre. Donc, participez. Je sais que vous avez été très, très, très actifs sur l'émission d'hier soir. D'ailleurs, on a posté un Reels sur l'Instagram de Sud Radio. Je vous explique, en même pas 24 heures, on a déjà 1700 commentaires. Donc, c'est incroyable. Alors, ce soir, on reçoit mon petit Varuekos. Alors, je ne vais pas vous mentir, Varuekos, c'est mon petit amour. Je le connais depuis des années, voilà, c'est mon bébé. Et on va dire, parce qu'on dit tout ici sans filtre, on va pas se mentir, ça va Varuekos? Ça va, et toi Magali? Je connais tout le monde, voilà, je te connais particulièrement. Aussi, on travaille même ensemble. Alors Varuekos qui s'appelle Valentin. Tu préfères qu'on t'appelle comment là ce soir, Varuekos ou Valentin? Je sais pas, Varuekos j'aime bien aussi. Varuekos, allez, Varuekos. C'est mon nom de scène. Ouais, voilà, mais tu es un peu sur une scène ce soir, voilà. C'est pas mal. Alors, Varuekos, il rassemble à lui tout seul plus de 600 000 abonnés sur ses plateformes. C'est ça, hein? Je me trompe pas. Presque 700. Presque 700. Excuse-moi. Il y tient, c'est 700. Donc, Varuekos, comment tu t'es fait connaître, toi, sur les réseaux sociaux? Parce que j'étais, du coup, comme tu l'as dit, blogueur télé-réalité. Donc, je balançais un peu des scoops sur les people des télé-réalités. Ça a marché. J'ai balancé 2-3 scoops. Ça a pris de l'ampleur. De là, je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier. Donc, s'en est suivi 3-4 belles années où j'étais blogueur télé-réalité. Et je balançais... T'as déjà balancé un scoop sur Magali Berda? Non. Coupage de tête. Non, je rigole. Je préférais pas. Je rigole. Non, mais écoute. Après, alors, t'as fait 4 ans de blog. Et ensuite, on t'a vu beaucoup avec Morgan Makeup un peu partout. Sur TikTok. Alors, Morgan Makeup, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse, TikTokeuse, à succès, quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, elle réunit des centaines de milliers de personnes. Exactement. Et alors, vous vous êtes
disputé tous les deux. On t'a vu sur Public faire une interview où tu étais en colère et tu as traversé une grave dépression. Ouais. Alors je le dis pour les gens, pour que ce soit transparent, parce qu'il doit beaucoup dans mes réseaux. Dû à cette dépression, aujourd'hui, tu habites avec moi. C'est pour ça que je te connais particulièrement bien. Et tu es tombé malheureusement donc, pendant cette dépression dans l'alcool. À consommer avec modération, on le rappelle à nos auditeurs, mais ça a été une période très très difficile. Et quand tu es venu me voir et tu m'as dit, Mag, est-ce que j'ai besoin de me prendre en main. Et tu étais la seule d'ailleurs qui m'a aidé dans ce moment-là, parce que plus personne ne m'envoyait de messages. J'avais d'ailleurs une émission sur YouTube aussi avec des chroniqueurs et j'avais plein d'invités, etc., qui me disaient qu'ils m'aimaient beaucoup et tout. Mais bon, ça c'était quand mon émission était encore d'actualité. Mais après, quand j'ai gagné beaucoup d'argent avec cette émission, etc., j'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai profité en boîte de nuit. Et après, j'ai reçu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai tout arrêté pendant 9 mois. Je suis tombé en dépression et je faisais plus rien. Et même toi, tu m'avais envoyé un message, tu m'avais dit, mais on te voit plus, t'es où? Je me rappelle. Et j'avais dit, dans mon lit. Ouais. Après, quand moi j'ai eu ma petite dépression, on a tous une petite dépression. Je crois que sur les réseaux sociaux. Non, mais ça sera un sujet aussi. On parlait de la santé mentale des influenceurs, parce que c'est des gens qu'on critique beaucoup, mais c'est des gens qui prennent en pleine figure ce que pas beaucoup de monde est capable de supporter. Et c'est vrai que souvent, pour tout le monde, qu'on l'aime ou qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça finit par une dépression. Ça peut finir mal. Donc, on fera un sujet sur la santé mentale des influenceurs. Donc, tu es venu à la maison pour que tu puisses sortir la tête de l'eau. Est-ce que tu en as voulu aux personnes qui travaillaient avec toi à l'époque de t'avoir lâché au moment où tu étais au plus bas? Complètement, parce que moi ces gens-là je leur ai tout donné, donc je les faisais avoir de l'actualité vu qu'ils en avaient plus du tout. Ils gagnaient quand même de l'argent du coup via mes émissions, je les faisais profiter après les émissions, resto, boîte de nuit, enfin tout le tralala, je les mettais bien. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Vu qu'il y avait plus d'émissions, en fait, j'ai plus de nouvelles. Et du coup, je pense que ça m'a fait du mal aussi de voir que les gens qui étaient autour de moi étaient avec moi par intérêt et pas par sentiment. Donc. Et maintenant que ça va mieux, ils te rappellent ou pas? Depuis, d'ailleurs, oui, ça c'est vrai. Depuis que je travaille avec toi, la moitié m'ont renvoyé des messages dont je n'ai pas donné de réponse. T'as encore de la rancœur? Pas de la rancœur. En fait, je trouve ça me fait de la peine. Tu vois, ça m'a fait de la peine. Là, j'ai les larmes, genre rien que d'en parler, parce que là, ça m'a fait. Tu peux pleurer, nous, ça va faire du baise. Hein. Oh là là, non, Mathias, c'est lourd. On est dans le drama. On est dans la vérité, nous, sans filtre, encore une fois. Parlons vrai. Parlons vrai, exactement. Sur Sud Radio, bravo Valentin. Il a bien été briefé par Magali. Alors justement, je rappelle, ce soir, on va discuter, on va débattre d'un sujet très important. La France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? On recevra juste après ça Guilhem Carayon, qui est vice-président de l'Union des droites pour la République et qui pourra débattre avec Varuekos. On a hâte de les entendre tous les deux. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h13. Je suis ravie de vous retrouver en direct ce soir, tous les jours en fait, du lundi au jeudi, de 20h à 21h. Et alors ce soir, on se retrouve pour un débat hyper intéressant. La France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? Et pour débattre de ce sujet, je reçois deux personnes que j'aime beaucoup. Varuekos, qui est influenceur spécialisé télé-réalité, et je reçois Guilhem Carayon, qui est vice-président de l'Union des droites pour la République. Et on va pouvoir débattre de ce sujet. Je vais continuer sur Valentin Varuekos, pardon. Donc je le rappelle, Varuekos, pour ceux qui nous rejoignent, est un influenceur qui représente à lui seul plus de 700 000 abonnés. Qui a traversé une période très sombre, qui a sombré dans l'alcool, qui a dû tout arrêter. Il avait son émission, il a tout perdu du jour au lendemain, et il a perdu aussi tous les gens qui le soutenaient, qui venaient dans son émission, etc. Ça a été très compliqué pour toi. Comment tu as gagné ta vie pendant ta dépression, d'ailleurs? Parce que tu faisais plus d'émissions, du coup? Non, j'avais les aides. Donc toi, t'as été... Moi, j'avais besoin des aides pour continuer à vivre. À ce moment-là, j'avais besoin des aides, donc heureusement que j'avais les aides, du coup. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu te sens privilégié d'être dans un pays où, quand on a des problèmes de santé, comme ça, justement, ou de travail, on est aidé par des institutions? Bien sûr. Donc bien sûr. Quand je te pose la question, la France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés?
c'est quoi? Non, pour moi, on n'est pas un pays d'assistés. On est un pays de droit pour toi. Exactement. Alors, on reçoit Raphaël, qui est notre auditeur. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir Magali, bonsoir à tous. Très Merci d'être avec nous. Vous êtes de Cachan, c'est ça? Exactement. Je le dis bien. Dans le Val-de-Marne, tout à fait. Ah, génial. Alors, Raphaël, vous pensez quoi, quand je vous pose la question comme ça, est-ce que la France, pour vous, c'est un pays de droit ou un pays d'assistés? Alors, c'est un pays hybride, effectivement, avec beaucoup de droits et aussi d'assistanat, puisque historiquement, on revient à la Révolution française, et donc avec tous les éléments qui vont avec après. Et donc oui, la France est un pays qui ne le sait pas, mais est un pays largement communiste, avec de l'assistanat à tout va. Et les gens ne savent plus qu'ils ont beaucoup plus de droits que dans d'autres pays. Et ça serait intéressant que les gens qui vont manifester demain aillent voir ailleurs, parce qu'effectivement, les gens sont très, très soutenus en France. Les personnes ne sont pas laissées au bord du chemin, contrairement à ce qu'on peut dire par ailleurs. Et effectivement, il y a un manque. Il y a une différence entre les droits et les devoirs. Et aujourd'hui, la France est dans un périple entre le modèle social, effectivement, gaulliste, qui est censé, effectivement, soutenu, et la réalité du moment avec d'autres périples liés au déficit budgétaire. Alors vous pensez que les Français ne sont pas reconnaissants des droits qu'on peut avoir dans notre pays, c'est ça que vous voulez dire? Alors effectivement, je pense que les Français méconnaissent malheureusement les droits qu'ils ont par rapport à d'autres pays. Je pense, on parle souvent du Code du travail qui fait plusieurs milliers de pages. En Suisse, c'est moins d'une centaine de pages, par exemple. On pourrait multiplier les exemples, mais c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Il y a Valentin qui a une question pour vous. C'est pas une question, mais moi je réagis une juste. Observation. Vous appelez ça assistana, pardon. Moi j'appelle assistana, pardon. Moi j'appelle ça juste de la dignité humaine, monsieur. C'est-à-dire que toi, tu penses que les aides aujourd'hui qu'on donne en France, c'est pour que les gens aient leur dignité? Évidemment. Qu'est-ce que vous avez à dire, Raphaël, quand vous entendez ça? Alors effectivement, je suis pas forcément contre d'aider effectivement celui qui est au bord de la route, à condition qu'il y ait une contrepartie de travail d'intérêt général, par exemple, mais ça ne doit pas être un dû. Voilà, c'est pas un dû, puisqu'effectivement les aides sont issues de redevances, de taxes fiscales, de la fiscalité assez omnipotente en France. Donc voilà, il y a des gens qui travaillent pour aider autrui. Donc moi, c'est tout à fait normal. Moi, je fais énormément d'impôts, mais il faut à un moment donné que les gens qui perçoivent ces aides soient un petit peu reconnaissants et donc fassent des travaux d'intérêt général ou contribuent à la collectivité. C'est en fait ce terme-là de collectivité, de contribuer à la collectivité, qui manque aujourd'hui à la France. C'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, je pense. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout opposés à une fiscalité assez importante comme il existe dans les pays scandinaves. Oui. Mais en contrepartie, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose de fait par la personne qui reçoit les aides. Merci beaucoup Raphaël pour votre intervention. Merci, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis restez avec nous, comme ça vous entendez un peu le débat. Tout à fait. Merci. Parce que Valentin va réagir, mais je préfère qu'il réagisse avec Guilhem. Ils vont se mettre à débattre tous les deux. Merci. Et restez là, Raphaël. Commentez le live et tout, Eh ben, il est parti, Raphaël. Bon, bonne année. Je vous aime, Raphaël. J'embrasse Cécile de Minibus que je vois de loin. Ma vie, Cécile de Minibus. Bon, alors, on reçoit Guilhem Carayon qui est avec nous, qui est vice-président de l'Union des droites pour la République. Bonsoir, Guilhem. Bonsoir, Magali. Alors, on se connaît aussi, Guilhem, on va pas raconter. Moi, j'ai expliqué que Valentin, aujourd'hui, il habite chez moi, donc je peux pas dire que, voilà, parce qu'il est dans mes stories, etc. Et Guilhem, on se connaît puisque je t'avais interviewé à l'époque quand j'avais fait les candidats à la présidentielle. Je crois même que c'est toi qui avais représenté la jeunesse du parti de Valérie Pécresse à ce moment-là. Oui, moi j'étais porte-parole de Valérie Pécresse. Voilà, c'est ça. Et tu étais venu débattre avec les jeunes. En fait, j'avais fait un espèce de dîner où tous les jeunes de chaque parti politique pouvaient débattre. D'ailleurs, c'était le plus dur, tu te souviens, c'était waouh, c'était chaud. Les jeunes qui sont en politique, ils sont très très engagés quand même. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais par contre, ceux qui y sont, ils sont extrêmement engagés. Toi, la politique, c'est toute ta vie? C'est pas toute ma vie. Enfin, je vis pas de la politique. J'ai un métier et là, je deviens avocat dans quelques semaines. Oh là là. Mais c'est une passion parce que j'estime que notre pays va pas bien sur plein d'aspects et que si on s'engage pas, nous jeunes qui avons des idées,
pour essayer de redresser le pays, personne ne le fera à notre place, quoi. Alors, j'ai 2 questions, un pour de la même personne, un pour toi, une pour toi et une pour Valentin. J'ai Clément Garin. Est-ce que vous connaissez Clément Garin? Oui, je connais qui est très connu, Clément Garin. Ouais. Alors, la question pour Valentin, c'est: veux-tu m'épouser? Voilà, je le dis parce que ça mérite d'être dit. Écoute, on a Clément Garin en direct qui nous demande et qui demande à Valentin s'il veut l'épouser. Il a mon numéro, s'il veut m'inviter à dîner ce soir, je suis là. Voilà. Je peux pas faire plus clair. Ça fait 3 semaines que je suis dans cette émission, j'ai pas eu un date, et lui en un soir tu lui trouves un date. Voilà, Clément Garin, je le rappelle, est un journaliste média hyper actif sur Twitter. Voilà, donc écoute Clément, tu as entendu la réponse de notre cher Baroïkos. Et alors la question pour Guilhem, c'est, alors je ne suis pas au courant du tout, apparemment tu es fils d'eux, et est-ce que tu as réussi parce que tu es fils d'eux? Mon père, il est maire de Lavore. Qui est ton papa, du coup? Je suis pas au courant. Il est maire de Lavore, c'est une ville de 10 000 habitants dans le Tarn. Ah d'accord, donc il est dans la politique. Oui, mais il n'est pas ministre, c'est une petite ville. Moi, je viens du Tarn. Mais est-ce que c'est lui qui t'a donné envie de faire de la politique? Oui et non. Oui, parce qu'on parlait dans ma famille de politique matin, midi et soir. Et en même temps, j'étais un peu en décalage avec ce milieu parce que je voyais les mauvais côtés. D'accord. C'est-à-dire, je voyais quand on perd une élection, en fait, il perd tout, il perd son job et du jour au lendemain, c'est pour le coup, il est au chômage et il galère. Donc ça, c'est pas simple. Et puis même, je pense qu'il y a de la violence en politique. Tu t'abîmes en politique. Tu prends des coups, tu fais pas ça pour l'argent. Les gens parfois pensent que les politiques vivent hyper bien. C'est pas forcément le cas. Tu vis mieux si t'es influenceur, si t'es chef d'entreprise ou si tu fais autre chose. En politique, les députés gagnent, je crois, 5 000 € par mois. Donc c'est beaucoup, c'est largement au-dessus du salaire moyen. Mais c'est pas non plus le salaire des grands patrons en France, quoi. C'est très loin de tout ça. Donc j'ai vu les mauvais côtés de la politique et donc ça m'a à la fois un peu vacciné de la politique et en même temps, je pense que la passion que j'avais pour ce milieu-là a dépassé le reste et je me suis dit que j'avais envie de m'engager parce que j'avais envie de défendre mes convictions, quoi. D'accord. Et là, alors pour en revenir au sujet, puisque je le rappelle, le sujet de l'émission de ce soir, c'est: la France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? Il y a une loi européenne qui existe aujourd'hui, qui doit être appliquée en France et qui dit que pendant les congés, alors je l'explique avec mes mots à moi pour que les auditeurs qui me suivent et qui me connaissent comprennent aussi comme moi. En gros, ça dit que pendant les congés payés d'un salarié, si le salarié tombe malade, je regarde toute mon équipe en face là, calmez-vous, s'il tombe malade, en fait l'arrêt maladie prend le dessus sur le congé payé et du coup ça reporte le congé payé. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a certains salariés, certaines personnes qui pensent que c'est logique et que c'est normal, et il y a d'autres personnes qui disent que c'est très dangereux pour les entreprises, qui du coup n'ont plus d'employés, qui doivent embaucher en plus, etc., que ça devient compliqué pour les entreprises qui finalement se retrouvent un petit peu en galère aussi tout le temps et qu'on donne de la facilité tout le temps aux salariés alors que les entrepreneurs n'ont aucune aide. Qu'est-ce que tu penses toi de ça, Guilhem? Déjà, ça part d'une bonne intention, mais moi je pense que ça pose 2 problèmes. Le premier pour l'employeur, et notamment pour le petit patron. Moi j'en parlais tout à l'heure avec un copain quand tu m'as donné le sujet du débat. Il est boulanger dans le Tarn, du coup à Castres. Il a un salarié et il me dit: moi je ferme pendant tout le mois d'août, je reprends à la fin du mois d'août. Si par malheur mon salarié il est tombé malade pendant les vacances, il va pas pouvoir venir fin août, début septembre. Du coup, lui, il se retrouve à devoir tout gérer tout seul. Il peut pas s'en sortir. Il a déjà un niveau de charge qui est énorme. Le coût du travail est très important en France. Il y a un niveau de charges, d'impôts, de taxes en France qui est record en Europe. Donc, il me dit, c'est moi le perdant dans l'affaire, quoi. Et il me disait en même temps, et je trouve que c'est assez juste, on nous a dit pendant tout l'été qu'il fallait faire des économies, qu'il fallait supprimer 2 jours fériés parce qu'il manque de l'argent dans les caisses, et ça c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a un déficit budgétaire qui est hyper grave et qui pèse sur nous tous parce que la dette, on doit la rembourser, et donc c'est nous nous les jeunes qui allons la rembourser un jour. Quand on a cette situation-là, dépenser encore plus d'argent parce que c'est l'État qui va indemniser du coup ces congés. Mais pourquoi vous sanctionnez encore une fois de plus les salariés qui gagnent pas énormément? En quoi on sanctionne les salariés? Je sais pas, vous parlez des salariés. Moi, je considère que le vrai problème en France aujourd'hui, c'est que les salariés gagnent pas assez bien leur vie. Ouais. C'est que le coût du travail est trop important. Et donc, pour moi, la priorité, c'est de mettre que le salaire net qui est là et le salaire brut qui est là, c'est de le rapprocher le net du brut. Mais du coup, pour ça, il faut baisser les charges. Tu es dans un pays aujourd'hui où tu as le record de tous les impôts, de toutes les charges. Donc, peut-être que le problème, c'est qu'on dépense trop et que la dépense, elle est pas bien utilisée. À la fois la dépense sociale. Moi, je pense qu'il y a trop d'aide en France parce que quand tu vis
Aujourd'hui, avec le total de toutes les aides et que tu arrives à 1100, 1200 euros par mois et que les premiers revenus du travail ils sont à 1400, toi, tu penses que les charges aujourd'hui qui sont sur les salaires sont beaucoup trop élevées, mais quelque part c'est de la redistribution aussi pour les aides. Oui, mais donc du coup on doit baisser les charges, mais du coup ça baisse les aides. En fait, les charges elles sont tellement importantes que du coup tes premiers revenus du travail ils sont à 1400 et dans le même temps les aides sont selon moi tellement importantes que le montant total de toutes les aides ça te fait quasiment 1200 euros par mois. Donc en fait, s'il y a 200 euros d'écart entre le fait de rester chez soi sur son canapé et avoir aucun frais et aller au boulot, payer son essence, payer son carburant, du coup payer toutes les charges de la vie du travail, je pense que ça vaut pas le coup. Valentin veut réagir, on revient juste après ça. Restez avec nous, restez sur Sud Radio. Magali Berda, la France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h27, on se retrouve, on vit dans l'émission, on ne vit pas dans la même France. Votre numéro, je sais pas pourquoi je dis votre numéro pour faire de la radio avec nous, 0826 300 300. Je me suis un peu perdue, pardon. C'est du direct. Ne m'en voulez pas. Moi, ça fait que 2 semaines que je fais de la radio, donc je me mélange un peu les pinceaux des fois. 3 semaines. Arrête. Mais les gens sont très gentils avec moi. J'ai beaucoup de gentils commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de gens qui suivent l'émission, qui interagissent énormément. Donc merci beaucoup pour votre aide et votre soutien. Et on reçoit ce soir Varru Ekos, qui est influenceur spécialisé en télé-réalité, qui est face à Guilhem Carayon, vice-président de l'Union des droites pour la République. Alors c'est complètement 2 mondes qui s'opposent pour le coup. Rien à voir. Vous, Guilhem, tu connaissais Varru Ekos avant ce soir? Non, pas du tout. Et toi, Valentin, tu connaissais Non, ça c'est juste de la haine, ça. Non, du tout, je connais pas. Ah non, du tout. Je vais pas mentir. On ne vit pas dans la même France. Voilà. Alors, autant te dire que en politique, Guilhem est très connu et sur les réseaux sociaux. Il est beaucoup plus connu que moi. Alors, sur les réseaux sociaux. Je pense que le monde de l'influence parle à beaucoup plus de monde que le monde politique. Nous, on parle un peu entre nous. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Vous êtes vice-président, c'est ça? Ouais. Moi, je m'occupais, j'étais président des jeunes de LR. Et là, vous faites quoi, du coup? C'est la droite. Là, vous faites quoi? Et là, du coup, je suis le numéro 2 du parti, l'UDR, qui a été créé. Numéro 1. Non. Moi, je suis numéro 1. Voilà, c'est Varru Ekos. Tout est sous. Alors, Varru Ekos numéro 1. Donc, la France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? Donc, Guilhem, juste avant cette petite pause, tu nous expliquais que pour toi, les charges des entreprises sur les salaires étaient reversées donc à l'État, comme toutes les charges, et qu'il y avait trop d'aides aujourd'hui en France, et que les gens, finalement, pour 200 euros près, pouvaient rester chez eux sur leur canapé, je reprends témoin, à rien faire, entre guillemets, plutôt que d'aller travailler. Ah oui, c'est complètement ça. Mathias, tu as une j'ai une petite question. Une question pour qui? Pour Guilhem. Ok. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les ministres, même après leur fonction, ils continuent à toucher ce qui touche les chauffeurs, l'argent, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord les priver, eux, de toutes ces aides-là avant d'aller taper sur les Français? Si, c'est le premier truc à faire. Sur les salariés, du coup. Parce sur les salariés, les ministres sont aussi français. Autant on disait tout à l'heure, les politiques gagnent pas si bien leur vie que ça c'est vrai. En revanche, ils ont plein d'avantages dus à leur fonction. Ils ont des avantages pendant leur fonction, donc vous êtes chauffeurs, le truc, et surtout après leur fonction. Des gens qui ont été ministres il y a 30 ans, qu'on connaît même pas, qui ont des chauffeurs, qui ont encore le gyrophare sur la voiture, qui ont un cuisinier, qui ont des gardes du corps. Enfin, personne les connaît, personne va les agresser, donc il n'y a pas de risque. Donc pour moi, oui, il faudrait... Vous êtes d'accord avec monsieur Le Cornu, qui est nouveau Premier ministre, qui dit qu'il veut du moins déjà rétrécir à 10 ans les aides pour les ministres. Mais monsieur deuxième vice-président, du coup, vous dites que les ministres, ils gagnent pas beaucoup. Mais c'est beaucoup quand même, pour ce qu'ils font en vrai. Je suis désolé, moi, par les regarder à l'Assemblée nationale se disputer toute la journée avec des députés, on dirait les anges de la télé-réalité. Si tu regardes par rapport aux autres pays en Europe, on a des députés qui sont payés à peu près la moyenne. Donc ils sont pas très bien payés, ils sont pas sous-payés. Vous pouvez pas dire que c'est peu payé, alors que nous, par exemple, les salariés, on gagne pas leur salaire, tu vois. Ouais, non, mais c'est une certitude. Après, les députés souvent ont des métiers dans lesquels ils gagnaient mieux leur vie. Moi, je dis pas qu'il faudrait que les députés soient mieux payés. Je pense que c'est très bien comme ça. Après, faut aussi, quand on déplore le niveau de la classe politique qui est très bas, faut aussi voir qu'il y a des gens qui préfèrent aller faire de l'argent pour aller dans d'autres métiers plutôt qu'aller faire de la politique. Ils font leur calcul coût-avantage et ils se disent je vais en prendre plein la gueule.
je vais pas si bien gagner ma vie que ça. Donc les avantages, ils sont pas très nombreux, quoi. Alors Valentin disait tout à l'heure, Varwekos disait tout à l'heure, parce que c'est son nom de scène, je précise, qu'il trouve que c'est une fierté de vivre dans un pays qui aide les Français et les accompagne en toutes circonstances. Qu'est-ce que tu penses, Guilhem, de cette phrase ? Moi aussi, je suis fier de ça. Simplement, le problème, c'est quand il y a trop d'assistance et que l'assistance, ça se transforme en assistanat. Les gens qui galèrent, qui ont une difficulté dans la vie, qui perdent leur boulot du jour au lendemain, évidemment que eux, ils ont le droit d'avoir un État qui les aide, les relève et leur permet d'avancer, de retrouver un boulot. Simplement, le problème, c'est quand les revenus de l'assistance sont trop élevés, parce que du coup, ça les encourage à rester chez eux et à même plus se dire il faut que je trouve un job parce que sinon, je suis dans la merde et j'ai plus d'autres solutions. Mais comment pourraient vivre ces gens aujourd'hui s'ils n'avaient pas ces aides ? Mais tu leur donnes ces aides. Simplement, tu les conditionnes. Tu peux exiger, par exemple, il y avait une proposition de la droite depuis quelques années qui avait été faite, qui a jamais été appliquée. Moi, que je considère de bon sens, c'est de demander aux gens qui profitent des revenus de l'assistance, et c'est leur droit, de travailler en même temps, faire un peu de travail d'intérêt général. Tu peux faire 10 heures, 15 heures dans la semaine de travail d'intérêt général. Ça te garde un pied dans le monde du travail et ça te permet de préparer ta réinsertion. Moi, je pense juste que les aides, en fait, elles ont un coût. C'est l'État qui les paye, c'est toi qui les payes, c'est toi qui les payes. Donc il faut aussi partir du principe que on n'a pas à payer n'importe quoi. Il faut que les aides elles soient fléchées, justifiées et qu'elles aillent dans le sens de la réinsertion pour chacun. Donc en gros, pour toi, la personne qui serait au chômage serait obligée d'aller travailler gratuitement si elle veut toucher son chômage. C'est pas gratuitement. C'est un peu ce que tu dis. C'est pas gratuitement, elle touche le chômage. Des heures de travaux d'intérêt généraux pour toucher ces aides. Donc ça veut dire qu'elle serait indemnisée par le chômage, mais elle serait obligée d'aller travailler gratuitement. Pour moi, non, pas gratuitement, parce que c'est le chômage. C'est la contrepartie du chômage. Le chômage, c'est une rémunération. Comme si c'était son salaire, quoi, c'est ça. Mais dans ces cas-là, les entreprises n'embaucheraient plus personne. Pourquoi ? Parce que tu te dis, j'ai une chance que finalement ils aillent tous au chomage, c'est pas moi qui les paye et ils vont travailler. Mais tu vois ce que je veux te dire ? Oui, mais toi par exemple, t'as pas envie de gagner 900 € par mois. Non, donc d'accord. Tu vas te bouger pour aller travailler, pour essayer de gagner mieux ta vie. Donc moi je pense en fait chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en revanche tu peux pas laisser des gens qui vont rien faire de leur journée leur donner une rente, une forme d'héritage de l'État pendant toute leur vie, pendant 40 ans. Parce que sinon, en fait, c'est nous qui allons payer. On va payer pour des gens qui juste nous regardent en train de travailler. Et c'est pas comme ça que la société peut fonctionner. Pour la situation de Valentin, tout à l'heure, qui nous expliquait qu'il a vécu une grave dépression, une énorme dépression, et que pendant cette dépression, il n'était pas capable d'aller travailler, il n'arrivait même pas à se lever de son lit, et il avait le RSA, et que heureusement, il avait les aides pour l'aider. Tu penses quoi des gens qui sont justement fatigués moralement ? Est-ce que tu penses qu'il y a trop de gens qui jouent un petit peu la carte de la fatigue mentale, ou est-ce que tu comprends que ces gens-là, ils aient une vraie fatigue mentale et qu'on doit les aider à survivre ? Moi, je le comprends complètement, et je pense que la société dans laquelle on vit, elle va nous mener tous à faire une dépression, un burn-out. Quand tu regardes d'ailleurs les statistiques des jeunes aujourd'hui... Il y en a 12% pour la santé mentale. Il y a 12% de personnes qui ont eu un burn-out à un moment donné. Ouais, mais je pense que pour notre génération, dans quelques années, le chiffre il sera encore beaucoup plus élevé. C'est normal, on est taxé de dingue de partout. Pour avoir un loyer, il faut avoir 3 fois pour avoir un loyer, faut avoir 3 fois le salaire du loyer. Vous trouvez ça normal ? On est taxé de partout ? Non, et moi j'étais à la fac au moment où il y avait le Covid, et tu vois, les étudiants devaient rester chez eux, ils étaient enfermés dans leur logement du coup de 9 mètres carrés, et il y avait des distributions alimentaires qui étaient faites moi par mon asso, parce qu'en fait s'il n'y avait pas ça, déjà précarité étudiante, les jeunes ils n'avaient pas les sous pour s'acheter de la bouffe, les prix en plus de l'alimentation augmentaient, donc ils n'avaient pas les sous, et en plus ils étaient confinés dans les tout petits logements, donc ça évidemment que ça mène à des problèmes psychologiques, à de la dépression. Donc moi je pense que la société telle qu'elle est aujourd'hui, où en plus on est tout le temps sur nos écrans, on est tout le temps dans notre précaré, quoi, où on sort plus, où il y a beaucoup moins de relations sociales, elle va nous amener tous à faire des dépressions. Toi, tu as eu ta période, je pense que chacun va l'avoir sa dépression. Donc oui, l'État doit t'accompagner à un moment de ta vie où c'est compliqué. Simplement, le but, c'est pas de te laisser en dépression pendant toute ta vie. C'est de te réinsérer vers le travail. Et moi, je pense que le travail, ça peut être dur aussi pour certaines personnes. Oui, mais ton but, c'était pas c'était de te réinsérer. C'était qu'à un moment, ça aille mieux. Tu voulais pas rester en dépression pendant 40 ans. Non, encore heureux. Mais il y a beaucoup de Français qui ont même plus goût à aller travailler, en fait. Ils commencent le mois, ils ont leurs sous, le 3, ils ont plus de sous.
Le 6 max, il n'y a plus de sous. Ouais, mais justement, on en revient au sujet de tout à l'heure. Les salaires sont pas assez élevés parce qu'il y a trop d'impôts, il y a trop de charges. Oui, mais c'est normal que les gens fassent des burn-out, en fait. Oui, c'est vrai. Même en travaillant, on n'arrive même pas à vivre, en fait. Et même un autre sujet, il y a beaucoup de dépression, par exemple, chez les profs aujourd'hui. Mais en fait, c'est le cas aussi chez les agriculteurs. Toutes les professions qui sont difficiles, où on gagne très mal sa vie, on fait des dépressions parce qu'en fait, on se dit que notre travail, il a plus vraiment de sens. Aller travailler, se lever tous les matins, les agriculteurs, ils se lèvent à 4h du mat pour aller bosser. Et quand tu gagnes 1000 € à la fin du mois, tu te dis à quoi bon, quoi. Ça donne pas envie, en fait. Ça donne pas envie de travailler. Moi, si l'État m'avait pas aidé au moment de mon burn-out, je crois que je pouvais même pas manger, en fait. T'es resté combien de temps en burn-out? 9 mois. Burn-out 9 mois. En dépression? Oui. Ok, ouais, mais tu vois, 9 mois. Ouais, mais tu n'aurais pas plutôt à mieux gérer ton argent en sachant toutes ces situations? Non, mais ça, c'est un autre débat. Non, mais parce que tu le prévois pas. Oui, tu prévois pas. Je pouvais pas le savoir. Sinon, t'inquiète pas que j'aurais gardé Pour toi, Guilhem, rester 9 mois en dépression, est-ce que c'est ok ou c'est trop? Oui, c'est ok, mais le but, c'est de se réinsérer après. Oui, mais c'est à partir de quand tu vas juger que la personne elle est capable de se réinsérer? Parce que la santé mentale, c'est comme la santé physique. C'est encore pire parce que c'est une maladie invisible. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte de la détresse, de la souffrance que peuvent avoir les gens. Et à partir de combien de temps, toi, tu vas juger que c'est excessif? Moi, je suis personne pour mettre un chiffre, mais le système aujourd'hui, il est fait de telle façon à ce que c'est en fonction de ce que tu as bossé dans ta vie, du nombre de trimestres que tu as cotisé, que tu vas pouvoir toucher des aides. Pour moi, c'est un peu ça l'enjeu. C'est-à-dire si un petit jeune comme lui, par exemple, qui n'a pas vraiment bossé avant, parce que tu as quel âge, 22 ans. Donc il n'a pas vraiment bossé, donc lui, il n'a pas le droit d'être en dépression? Si, en revanche, les 40 années qui vont te mener après à ta retraite, je pense que tu devras cotiser pour faire comme tout le monde. En fait, moi, mon sujet, c'est juste l'équité. C'est-à-dire, il y a des gens... Le système m'a aidé à sortir la tête de l'eau. Ouais, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Simplement, ce système-là, il peut pas te permettre te laisser la tête sous l'eau pendant trop longtemps. Ouais, mais c'est à cette heure-ci, ça m'a aidé. Oui, mais c'est une bonne chose. Moi, je te dis justement, moi, je suis pour les aides. Et je considère que la France, la richesse de ce pays, c'est que t'aies des aides. Un pays comme les États-Unis où t'as aucune aide et tu te retrouves du jour au lendemain au chômage et t'as plus rien, tu perds tout, c'est horrible. Alors, est-ce que pour toi, très clairement, la France, c'est un pays de droit ou un pays d'assistés? Je pense que faut pas mettre la faute sur les gens. Le problème, par exemple, que toi, ta période difficile, c'était pas toi le problème. En revanche, je pense que le problème, c'est le système. Le système qui va te mener très souvent à rester au chômage plutôt qu'à aller travailler. Et moi, j'en reviens à mon truc, mais que je trouve primordial. Revenu de l'assistance, c'est là. Revenu du travail, c'est là. Moi, je vois pas l'intérêt d'aller bosser. Et donc, je pense que tout l'enjeu des politiques aujourd'hui, c'est de trouver les moyens de baisser les charges, baisser les impôts, faire des économies sur tout le train de vie de l'État, ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a 1000 autres pistes d'économie qu'utilisent pas les politiques pour baisser les charges, pour augmenter les salaires et baisser un peu les revenus de l'assistance. Parce que pour moi, avoir plus de 1100 € par mois à rien faire, c'est trop. Et je pense que tu peux avoir un montant un peu plus faible d'aide qui te permet d'avoir un petit filet de sécurité, de vivre, de te nourrir, de te loger correctement, sans en abuser et sans rester pendant des plombes dans cet état-là, quoi. Mais qui vous dit qu'ils abusent de cet état-là? Parce que tu as des centaines de milliers de personnes en France aujourd'hui qui restent au chômage pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Moi, tu vois, j'ai fait une campagne électorale et souvent en campagne électorale, tu fais du porte-à-porte. Tu vas chez les gens et du coup, selon l'heure à laquelle tu vas chez les gens, tu vois des gens très différents. À 19h, tu vois des gens qui sortent du boulot, voilà. Quand tu vas à 15h chez les gens, très souvent, tu vois des gens qui soit sont retraités, soit sont au chômage parce qu'ils bossent pas. Et moi, j'ai vu énormément de gens qui me disaient il y en a marre parce que mon voisin il reste toute la journée chez lui, il fait rien et il gagne presque autant que moi. Donc tu vois, je pense que cette frustration pour les travailleurs de voir leurs voisins qui restent à la maison toute la journée, moi je trouve que ça décourage du travail, quoi. C'est le travail perd son sens en fait s'il est pas bien rémunéré et si t'as trop d'assistés, quoi. Tu penses quoi toi, Valentin? Moi déjà, si on revient sur tout ça et sur les congés payés et les vacances reportées, moi je suis complètement pour. Pour moi c'est normal. En fait, on a 5 semaines de vacances. Moi, si par exemple tu reviens sur la loi européenne, mais... sur les congés payés, je le rappelle pour nos auditeurs, les congés payés qui permet aux employés, s'ils sont malades pendant les congés payés, de repousser leurs congés payés. Mais c'est totalement normal en fait. Je suis désolé, moi si par exemple je prends 2 semaines de vacances, j'ai 5 semaines, on est d'accord? Ouais. Si je prends 2 semaines de vacances et pendant 5 jours je suis malade, vous croyez que je profite de mes vacances pendant 5 jours? Non, je suis malade.
Les vacances, c'est fait pour se détendre. Là, je suis malade, je suis en train de guérir. Encore heureux que mes 5 jours ils sont rattrapés. Et les entreprises en face... Je travaille comme un chien toute l'année pour après que mes jours de congé et de vacances soient pas payés. Mais c'est une folie. Mais est-ce que tu peux comprendre l'employeur que c'est frustrant pour lui parce que t'es tombé malade pendant les vacances? Mais il a qu'à venir travailler à ma place. Mais il a travailler à ma place. Oui, mais lui, toute l'année, je lui fais de l'argent. Ou il emploie quelqu'un d'autre en fait. Je suis désolé, encore heureux que moi ce soit rattrapé. Ça veut dire quoi? Je suis pas en bikini à la plage, je dois rester au lit en train de crever avec mes médicaments et je peux pas rattraper. Mais tu peux pas dire ça, tu fais comme si l'employeur il foutait rien. Toi aujourd'hui t'es employeur. Oui. Bah non, tu travailles. Je suis employé, moi. Ah, t'es employé? Bah, beaucoup d'influenceurs sont employeurs. Oui, non, il est salarié. Ok. Avant, j'étais employeur. Moi, je pense qu'il y a que la majeure partie des employeurs, et notamment là, ce dont on parle, c'est des petits employeurs, ils travaillent comme des chiens, ils travaillent beaucoup. Je dis pas le contraire, c'est juste que encore heureux, moi je travaille toute l'année, encore heureux que si pendant 5 jours pendant mes 5 jours soient reportés en fait. J'ai droit aux vacances, je suis pas en train de profiter de mes vacances à Ibiza si pendant que 5 jours je suis malade. Vous comprenez? Ouais, je comprends, mais moi je te dis, mets-toi aussi à la place du petit employeur, du petit patron qui lui pour le coup... que je dois faire des heures sup? Ben, c'est pas des heures sup. Bah non, mais c'est normal. Tu demandes de décaler. Sinon, venez travailler à ma place. Alors, je vous offre mes 5 jours. Hein. Alors, on revient juste après ça. Valentin Varmekos en face de Guilhem Carayon. Varmekos, influenceur télé-réalité. Et Guilhem Carayon, vice-président de l'Union des droites pour la République sur le sujet. La France est-elle un pays de droit ou d'assister? Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, restez là parce qu'on va vous lire 2-3 réactions. Vous allez voir, c'est sympa. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h44, on est en direct sur On vit pas dans la même France, une émission en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h qui oppose deux mondes qui ne se parlent jamais, une émission qui casse les codes pour essayer d'intéresser les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter les politiques, de les suivre, qui ont leurs préjugés, qui sont un petit peu dégoûtés des discours politiques, etc. On les met en face des politiques eux-mêmes qui ont un nouvel exercice d'ailleurs, ça vous fait... En fait, je pense que c'est intéressant de parler avec une personne qui n'a pas les codes du journaliste, qui va vous poser des questions un peu différentes de ce que vous avez l'habitude d'avoir en plateau, non, Guilhem? Oui, et je pense que ça apprend aux politiques, en tout cas moi, à parler normalement. Ouais, c'est-à-dire, moi parce avant, que je parle pas normalement. Non. Mais si, mais toi, t'es pas politique. Au contraire, toi, tu parles normalement. Pourquoi pas une carrière Toi, tu parles normalement, mais je pense que les politiques, quand ils font des médias, ils ont un peu peut-être la peur des caméras, la peur du micro, et du coup, ils se mettent à parler en éléments de langage, et c'est un peu comme s'ils récitaient un discours. Et du coup, ils sont pas du tout naturels, et c'est pour ça que les gens les suivent pas. Mais c'est compliqué, même pour nous, on comprend plus rien. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont peu d'audience. On comprend un peu quand même, ça va. Et tu vois un exemple marrant, par exemple, le Premier ministre Sébastien Lecornu, il est quand même il est numéro 2 lui aussi, mais c'est quand même numéro 2 de l'État. C'est moi le numéro 1. Il est numéro 2 de l'État et lui, il avait, je sais pas, il devait avoir 15 ou 20 000 abonnés sur Insta, qui est quand même le réseau principal pour les jeunes, avant de devenir Premier ministre. Donc ça montre que, et toi t'en as combien? Enfin j'imagine t'en as 200 000 sur Insta, je peux être Premier ministre. Bah t'en as 10 fois plus. Donc ça montre à quel point les politiques en fait ils sont pas du tout suivis, non seulement des gens normaux de la population et surtout des jeunes, et parce que c'est les jeunes qui vont élire les politiques dans les 40 prochaines années, et eux ils en ont rien à faire. Il y en a un qui a compris ça, c'est Jordan Bardella quand même. Oui. Avec TikTok. Ouais, il a une très grosse équipe de communication derrière. Jordan, pour le coup, je pense que c'est le meilleur avec Attal, qui est aussi très bon dans son segment. C'est pas les mêmes bords politiques, évidemment. Vous êtes plus Attal ou Bardella, du coup? Moi, Bardella. Oui. Alors, on revient à notre sujet, excusez-moi de vous couper peut nous opposer, tous les deux, Mathias. Notre sujet, c'est la France est-elle un pays de droit ou un pays d'assister? Guilhem, est-ce qu'il est plus coûteux d'aider les gens ou de ne pas les aider et de gérer les conséquences sociales? Oui, c'est intéressant comme débat. C'est un débat qu'il y avait eu au moment de la réforme des retraites, parce qu'on se posait la question de savoir si ça coûtait de l'argent pour les gens qui ont en gros 55 à 62 ans, eux qui sont en fin de cycle et qui souvent en fait arrivent au chômage. Est-ce que ça valait le coup de repousser l'âge légal de départ à la retraite, sachant que dans tous les cas ils vont devoir en fait être indemnisés par l'État au titre du chômage. Donc oui, parfois ça coûte de l'argent d'avoir des politiques où on n'aide pas suffisamment les gens, parce qu'ils se retrouvent dans la galère, dans la difficulté, et donc l'État va devoir les indemniser. Mais moi je pense que quand tu regardes la situation aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément d'aides.
je pense que tu as des aides qui te permettent de vivre très correctement et de vivre quasiment aussi bien que les mecs qui travaillent. Et donc je pense que l'enjeu en fait c'est d'arrêter de dégoûter la France qui bosse. Ces gens qui se réveillent tous les matins pour aller bosser, qui en ont marre, qui ont des boulots qui sont durs, qui souvent ont des boulots manuels, qui ont mal au dos, qui vont avoir une espérance de vie qui est beaucoup moins importante parce que dans les métiers manuels, tu te casses le dos et c'est plus dur. Je pense que l'enjeu, c'est de libérer cette France-là et donc de leur augmenter les salaires. On parlait tout à l'heure des professeurs, des agriculteurs. Si demain on est capable, non seulement à travers des baisses de charges, mais surtout de leur augmenter leurs revenus, leur rémunération, les agriculteurs, on en parle pas souvent en ce moment, on en a parlé un peu les dernières, mais après, une fois que la crise agricole est terminée, mais plus si on personne n'en baisse parle. ces charges, Guilhem Carayon, forcément, on pourrait moins aider aussi les gens qui ne sont pas en capacité d'aller travailler. Forcément, si on récupère de quelque part, on pourra pas aider. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Débrouillez-vous et on vous laisse. Déjà, moi, je pense que c'est justifié parce qu'on aide trop les gens, je pense aujourd'hui. Quelle aide? Alors vous, à la droite, parce que t'es de droite, hein. Ouais. Quelle aide tu supprimerais? Moi, je pense que l'allocation chômage. L'allocation chômage, il faut pas la supprimer évidemment, mais je pense qu'elle dure trop longtemps. Tu peux la toucher pendant trop longtemps aujourd'hui. On peut la toucher pendant combien de temps? 18 mois, je crois, maintenant. Elle a été réduite, mais en fait, c'est en fonction du trimestre de cotisation, les trimestres sur lesquels tu as bossé. Mais je pense qu'elle est encore trop longue. Et après, je pense qu'il y a plein d'aides que les gens qui bossent connaissent même pas forcément. Mais je peux nous les dire, s'il te plaît? Il y a des aides par exemple au logement qui sont pas forcément l'APL mais des aides au logement que les gens connaissent pas. Il y a une aide, ça pour le coup c'est lié à l'immigration, il y a l'aide médicale d'État. Ça coûte plus d'1 milliard d'euros à l'État, donc aux contribuables, et ça permet à des étrangers qui sont en situation irrégulière, donc même pas des gens qui ont leurs papiers, donc qui sont clandestins, qui sont hors la loi en fait, d'avoir des frais de santé, des soins qui sont plus importants que ce que t'as toi en étant contribuable. Donc moi je considère que c'est pas normal. Et ça typiquement tu peux faire des économies, baisser cette aide-là et la redonner pour les soins de ceux qui cotisent au système. Est-ce que vous savez c'est quoi de vivre avec 500 € par mois? C'est-à-dire? Vous l'avez déjà vécu ou pas? J'ai été étudiant, mais j'ai commencé à bosser juste après. Donc vous savez ce que c'est de vivre avec 500 € par mois? Moi j'ai commencé à bosser après mes études et je touchais plus que 500 € par mois parce que le salaire minimum il est au-dessus de ça. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est la galère en fait de vivre avec 500 € par mois. Mais qui vit avec 500 € par mois? Vous parlez d'aide. Ouais, mais quand tu t'additionnes toutes les aides. Le RSA est à combien aujourd'hui? Il a un peu plus, à 600 €. Oui, déjà, t'as plus que 500 avec le RSA. Et après, t'as d'autres aides, en fait. T'as pas que le RSA. Comment? T'as pas que le RSA, t'as plein d'autres aides. Ok. T'as une centaine d'aides sociales. Imaginons, on touche que le RSA. Moi, typiquement, la proposition qu'on fait avec mon parti, et LR fait la même proposition, c'est de dire il faut plafonner les aides sociales aux 2/3 du SMIC. Les 2/3 du SMIC, ça te mène à beaucoup plus que 500 €. Ça te mène en gros à 950 €. Mais qui peut vivre aujourd'hui avec 900 €? Oui, mais en fait, mais le but c'est pas de rester au chômage pendant toute ta vie. Je comprends ça, mais qui peut vivre ne serait-ce qu'un mois avec 900 €? Oui, j'entends qu'on peut dire aux gens, ok, on peut pas rester toute notre vie. Mais Magali, tu dis quoi dans ce cas-là au mec qui touche 1300 € par mois? Tu lui dis que l'autre il va toucher 1400 en restant chez lui? Non, dans ce cas-là, c'est toute l'échelle des salaires qui est plus la même, au même niveau. Mais oui. Moi, je vois pas pourquoi la personne qui reste chez elle, qui ne travaille pas, elle a le droit, cette personne-là, à un filet de sécurité, encore une fois. Elle a le droit à une aide à un certain moment de sa vie où elle galère, mais elle doit jamais gagner mieux que la personne qui bosse. Pour moi, c'est du bon sens, en fait. Toi, tu es pour augmenter tous les salaires? Moi, je suis pour une augmentation du salaire, pour tout le monde, mais qui se fait à travers une baisse des charges. Ok, enregistre bien, Magali. Non, mais pas une augmentation du SMIC. Pas une augmentation du SMIC, parce que ça, je pense que c'est l'employeur, le petit employeur. Il est trop élevé pour toi, le SMIC? Non, et je pense qu'il a un bon niveau, mais je pense que, faut l'indexer sur l'inflation. Si les prix augmentent de 2%, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation augmente très vite, tu l'indexes sur le SMIC. En revanche, si tu augmentes le SMIC, tu vas avoir les employeurs qui vont pas pouvoir rémunérer correctement leurs personnes. Tu vois, le type qui a une pizzeria qui embauche 2 personnes, si le SMIC augmente, il va devoir payer plus pour les salaires. Lui, il va avoir moins d'argent pour lui. Tu vois, le truc est plus vertueux. Pour moi, il faut augmenter les salaire à travers une baisse des charges. C'est ça qui te permet de t'en sortir. D'ailleurs, il y a une question sur les réseaux sociaux qui vient de tomber pour toi, Guilhem. Je te tutoie, je peux me tutoyer. La France est le pays qui dépense le plus en aide sociale en Europe. Ouais. Est-ce qu'on s'achète la paix sociale à crédit? Ouais, d'une certaine façon. Tu vois, je connaissais même pas cette stat. Je savais qu'on avait un niveau de dépenses sociales très élevé. C'est le plus important d'Europe. Donc ça prouve bien qu'il y a un petit sujet. Et en plus, ça pose un deuxième sujet. C'est le fait que comment elles sont utilisées, toutes ces dépenses de l'État.
C'est-à-dire que le niveau global des impôts en France, c'est le plus important d'Europe aussi, comme les dépenses sociales. Et on a une qualité de service public qui fait que se dégrader. Tu regardes l'école, le niveau il baisse constamment. L'hôpital, il manque de moyens, il manque d'énormément de moyens. La justice, moi je travaille dans ce milieu-là, et aujourd'hui on manque de tout. On manque de magistrats, on manque de greffiers, on manque de tout dans les tribunaux. On n'arrive même plus à faire exécuter les peines. Donc les services publics aujourd'hui se dégradent complètement, sont à un niveau qui est catastrophique, et dans le même temps on paye énormément. Donc en fait, juste où va l'argent des Français? Où va ton argent? Toi tu payes des impôts. Bon, vous écoutez, c'est la merde quoi. Je résume l'émission là, c'est une catastrophe. Et toi Valentin, est-ce que tu iras manifester demain par rapport à tout ça justement? Le jeudi 18 septembre, il y a une grosse manifestation. Est-ce que tu es quelqu'un qui manifeste pour ça? Je manifeste pas, demain je vais travailler, mais par contre je soutiens les personnes qui manifestent. Alors justement, on passe à une séquence qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est les questions flash and cash. Alors les questions flash and cash, je vous explique. C'est des questions qui sont très simples, avec une réponse directe, pas d'échappatoire, pas de pirouette, pas de filtre, on parle directement. J'ai plus mon jingle, ça y est. Les questions flash et cash. Merci beaucoup, j'étais tellement fière de ce jingle. Alors, Varuekos, interdire les réseaux aux moins de 15 ans, est-ce que c'est une idée réalisable selon toi? Non. Non, pourquoi? C'est impossible, tous les jeunes dès 9 ans sont sur TikTok. Puis toi t'aurais plus de métier en plus. En plus. Non mais si on leur interdit, pourquoi on n'y arriverait pas à leur interdire? Parce que c'est impossible, même si y a les parents qui essayent de contrôler, pour moi les enfants ils arrivent toujours à y aller. Ils iraient en cachette, ok. Guilhem Carayon, supprimer les avantages à vie des anciens ministres. Alors, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, on repose la question, est-ce du cosmétique ou est-ce qu'une vraie réforme de moralisation? C'est un peu les deux. Je pense que c'est du cosmétique dans le sens où ça résoudra pas tous les problèmes en France, mais oui, il faut le faire parce que c'est à eux, les politiques, de montrer l'exemple en premier. C'est très couteau suisse, vous, hein. Un peu les deux, hein. Je suis un peu pour les aides. J'en connais un qui veut récupérer des voix. Je suis pas macroniste. Si, c'est vrai. Je vous jure que c'est ça. Il est un coup pour les aides, un coup pour... Il est en campagne. Varuekos, la justice française contre le harcèlement sur les réseaux est-elle suffisamment rapide? Non, du tout. À part appeler un numéro, y a rien en fait. T'as déjà appelé un numéro toi pendant ta dépression? J'ai essayé, mais bon, ça m'a. Maintenant t'as Clément Garin, c'est bon. Oui, bon, j'irai voir Clément alors. Non mais les numéros, sérieusement, les numéros pour l'aide au cyberharcèlement, enfin pour l'aide aux victimes, ils sont difficiles à joindre, tu trouves? Moi je trouve, et puis je trouve pas que c'est forcément la seule solution qu'il faudrait mettre en place. Pour moi, il faudrait aller encore plus fort. De soutien, aller plus loin. Exactement. Guilhem Carayon, pensez-vous que si on augmente le SMIC, les Français iront plus travailler? On a un peu répondu aussi. Mais d'une manière plus claire, plus cash. Non. Donc on n'augmente pas le SMIC? Non, je pense qu'il faut justement faut augmenter les salaires, mais pas le SMIC. Il faut augmenter les salaires, c'est-à-dire je pense que c'est les employeurs qui doivent bénéficier de baisses de charges, et c'est ça qui te permet d'augmenter les salaires. Mais je pense que la question c'est pas le SMIC. Si tu augmentes durablement le SMIC, tu mets les employeurs en faillite. Tu as énormément de faillites en ce moment, de défaillances d'entreprises, de plans sociaux. Pour lutter contre ça, tu peux pas augmenter le SMIC. C'est pour ça ça c'était une grosse différence entre le programme que nous on avait avec mon parti et le RN aux dernières élections face à la gauche. Et la gauche nous disait, vous trahissez le peuple parce que vous voulez pas augmenter le SMIC. Simplement non, nous on a d'autres solutions pour augmenter les salaires, mais si c'était juste une augmentation du SMIC, ce serait trop simple. Donc en fait, on garde le SMIC, mais on diminue les charges pour que le SMIC soit plus élevé. Le SMIC, tu l'indexes sur l'inflation, sur le coût de la vie. Mais tu gardes cette même logique aujourd'hui. En revanche, tu baisses drastiquement les charges, et surtout sur les petits salaires. Moi, je pense que ceux qui galèrent aujourd'hui en France, c'est les gens qui gagnent entre 1500 et 3000 euros par mois. Parce qu'ils ont des charges importantes, et en même temps, ils ont un trop petit salaire pour vivre bien. Donc c'est à eux surtout que doit servir l'effort de justice fiscale, quoi. Varuekos, la France doit-elle rétablir le service militaire? Oui. Tiré? Ah ouais. J'adore les militaires. Donc, il répond moi, je vais directement au tranché s'il faut. J'adore. Il est sur le front, lui. Je vais direct dans les tranchées, celui-là. Merci à tous les deux pour ce débat. La France est-elle un pays de droit ou un pays d'assistés? Vous pouvez commenter, vous aussi, sur les réseaux sociaux. Continuer à continuer ce débat sur les réseaux sociaux. On vous retrouve demain à 20h. Et tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'acteur Nicolas Vaud. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain. On vit pas dans la même France. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons